Oui, nous revenons toujours sur la théorie des circonstances exceptionnelles telle que la Constitution nous le démontre à l'article 144 et la procédure pour la validation de l'ordonnance euh, de promulgation de l'état d'urgence ou de l'état de siège prévu à l'article 145 de la Constitution. Chez nous, cette procédure a été respectée et il y a eu un débat autour de cette question, mais le débat a démontré en fin de compte que le président de la République avait respecté la Constitution. L'ordonnance qui avait décrété l'état d'urgence sanitaire a été censurée par la Cour suprême de justice qui a constaté qu'elle était conforme à la Constitution et qu'elle ne violait pas la Constitution. C'est ainsi que le débat était clos et depuis lors, il y a le législateur qui intervient à la demande du président pour proroger de 15 jours l'état d'urgence sanitaire. Et nous sommes à la 5e prorogation de cet état d'urgence sanitaire. Ce sont des matières que le droit administratif a approfondies et veut que ceux qui étudient le droit administratif puissent approfondir parce que ce sont des matières d'actualité. Et pendant l'état de siège et l'état d'urgence qui constituent des circonstances exceptionnelles, il y a certains faits qui, pendant le temps normal, peuvent s'avérer irréguliers, mais qui sont justifiés par les circonstances exceptionnelles. Nous prenons par exemple le cas avec la COVID-19 ici. Il a été dit que chacun doit rester chez lui. Alors, quand on dit que chacun doit rester chez lui, en temps normal, on dirait qu'il y a restriction de la liberté de mouvement, liberté de circulation. Or, la liberté de circulation est une liberté fondamentale reconnue à tout être humain. En période normale, si une telle mesure était prise, elle serait contraire à la Constitution. Mais comme nous sommes pendant le temps d'état d'urgence sanitaire, la mesure vaut son pesant d'or. Ainsi, chacun doit rester chez lui pour éviter la propagation du coronavirus. De même, pendant l'état d'urgence, il y a certaines autres mesures qui sont prises qui, en temps normal, violeraient des droits fondamentaux. Les droits à l'éducation, les droits à l'enseignement. Les universités sont fermées, les écoles sont fermées. Alors, on dirait quoi? Que c'est une atteinte au droit à l'éducation, au droit à l'enseignement, en temps normal. Mais en temps exceptionnel, ces mesures d'interdiction du fonctionnement des universités et des écoles sont validées par la théorie des circonstances exceptionnelles. Voilà ce que nous pouvons donner comme quelques exemples sur ce cas ici. Il y a également des circonstances qui sont justifiées par la théorie des circonstances exceptionnelles. C'est notamment le cas d'un fonctionnaire de fait. Le fonctionnaire de fait, en temps normal, il serait taxé d'être un usurpateur de fonctions. Mais en temps de circonstances exceptionnelles, les actes qu'il pose sont avalisés
sont considérés comme étant réguliers, comme étant des actes posés par un bénévole qui est venu à la rescousse de l'administration pour éviter qu'il y ait rupture dans le fonctionnement des services publics de l'État. Nous prenons également le cas que nous avons vécu encore ici chez nous, le cas de l'armée de M. Laurent Désiré Kabila, de l'AFDEL, qui est venu, qui a chassé du pouvoir le président Mobutu Sese Seko Kukumbwendo Zabanga et qui a mis en néant son régime pour imposer le régime que nous avons dénommé régime de l'AFDEL. La manière dont ce régime a pu être installé, régime de l'AFDEL, ce n'est pas une manière conforme à la légalité, parce que ce régime avait jeté en pâture l'acte constitutionnel de la transition qui régentait le pays à l'époque et a instauré un régime qui avait comme texte de base un décret loi constitutionnelle 003 du 27 mai 1997 qui était considéré par la force des choses comme étant la constitution du pays. Voilà. Et quand l'AFDEL entrait, ces autorités étaient appelées des autorités rebelles. Mais en chassant le président qui était en fonction et en instaurant leur régime, ces autorités rebelles ont été reconnues comme étant des autorités légales. Et c'est ce qui est arrivé dans notre pays. Et il n'y a que la théorie des circonstances exceptionnelles qui peut justifier la prise de décisions par les autorités de l'AFDEL qui ont dirigé le pays sans qu'il y ait un texte de constitution formellement adopté. Mais ils faisaient la loi, prenaient des actes juridiques, mais ces actes n'étaient justifiés que par la théorie des circonstances exceptionnelles. Donc les autorités de fait ont été avalisées et leurs décisions ont été reconnues comme étant valides. Et c'est ce qui a fait que notre pays a pu être dirigé. Alors qu'en temps normal, ces décisions seraient considérées comme inexistantes parce que prises par des personnes sans qualité. Voilà ce que nous devons noter pour cette deuxième section de ce 4e chapitre. Quant à la section 3e, elle concerne les dérogations au principe de l'égalité. Rappelez-vous qu'à la section 2e, nous avons étudié les limites au principe de l'égalité. La 3e section maintenant, ce sont les dérogations au principe de l'égalité. Les dérogations sont à analyser sous l'angle des actes des gouvernements. Les actes des gouvernements constituent un cas de dérogation au principe de l'égalité. En quoi? En ceci que, d'abord, ces actes sont ceux qui sont pris par le gouvernement et qui ont comme caractéristique d'échapper à tout contrôle, au contrôle du juge. Ça sont des actes des gouvernements. Tandis que les actes du gouvernement constituent une catégorie d'actes pris par ce gouvernement
en vertu de l'article 91 de la Constitution. Ah, là, les choses commencent à se compliquer davantage. Sur du et des. Donc, quand on parle des actes du gouvernement, on voit une catégorie d'actes que prend le gouvernement en vertu de l'article 91 de la Constitution pour gérer quotidiennement l'État, appliquer la politique que le gouvernement lui-même s'est doté dans tel ou tel domaine. Mais quand on parle des actes des gouvernements, on voit une catégorie d'actes qui bénéficient en quelque sorte d'une espèce d'immunité juridictionnelle qui échappe aux juges. Les juges ne doivent pas les censurer. Là, c'est d'après les droits français qui nous a inspiré ou qui a inspiré notre système juridique. Mais quels sont, d'après les droits français d'abord, ces catégories d'actes qui échappent au contrôle du juge? Le droit français a classifié ces actes d'après une liste en 2 rubriques à laquelle sera ajoutée une 3e. Nous avons premièrement les actes concernant les rapports du gouvernement avec le Parlement. Ces actes-là sont qualifiés d'actes de gouvernement. Le juge va refuser de les reconnaître. C'est entre autres le refus de déposer un projet de loi, le retrait d'un projet de loi déposé, le refus de convocation du Parlement en session extraordinaire, la clôture des sessions, la discussion, pour ne pas dire, excusez-moi, c'est un lapsus lingué, la dissolution de l'Assemblée nationale. Ces actes-là sont considérés comme les actes de gouvernement et les juges refusent de les connaître. C'est en droit français. Nous avons également des décisions du président de la République affectant les relations entre les pouvoirs publics constitutionnels, comme par exemple la décision de recourir aux circonstances exceptionnelles, la nomination du Premier ministre et de membres du gouvernement. Ces décisions-là, ou bien ces actes-là, sont considérés comme les actes des gouvernements. Les juges ne peuvent pas les censurer. Comme deuxième catégorie d'actes, d'après les droits français, actes qui constituent la catégorie d'actes de gouvernement, il y a les actes qui se rattachent à la conduite des relations internationales de l'État. D'une façon générale, les actes à caractère diplomatique, comme le refus de soumettre un litige à la Cour internationale de justice, l'exercice de la protection diplomatique, les actes relatifs à l'élaboration, à la conclusion ou à l'exécution des traités ou accords internationaux, ils sont insusceptibles de recours. Et la troisième catégorie, ce sont les actes d'assemblée. Ça concerne notamment les votes d'assemblée sur les motions, l'élection des membres du gouvernement, l'élection du Premier ministre,
les résolutions des assemblées, les recommandations des assemblées, ce sont ces actes qu'on appelle les actes de gouvernement en droit français. Les droits congolais, bien qu'ayant par mimétisme constitutionnel copié cette classification d'actes du droit français, a tout de même fait un pas de géant, a évolué sur cette thématique. Ainsi, en droit français, nous venions de dire que le juge, tout juge ne peut pas connaître des actes de gouvernement, parce que ce sont des actes qui dérogent au principe de la légalité. Mais en droit congolais, dans l'optique de promouvoir l'état des droits, d'accélérer même l'émergence de cet état des droits, la Constitution du 18 février 2006, telle que révisée à ce jour, a préconisé en son article 162 ce qui suit. La Cour constitutionnelle est juge de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction. Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Elle peut, en outre, saisir la Cour constitutionnelle par la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui la concerne devant une juridiction. Celle-ci sursoit à statuer et saisit toutes affaires cessantes la Cour constitutionnelle. C'est surtout l'alinéa 2 qui nous intéresse le plus. Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Or, le droit congolais ouvre une brèche. Inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Et les actes de gouvernement, en l'occurrence, sont d'émanation réglementaire. Pour certains, et pour d'autres, sont d'émanation législative ou proviennent de l'autorité habilitée à édicter les lois, à édicter les lois, à adopter les lois. Voilà, en termes beaucoup plus diserts. Quels sont ces actes qui proviennent de l'autorité législative? Nous avons les actes d'assemblée, les motions de censure, motions de défiance. Nous avons les résolutions de l'Assemblée, comme dernièrement la résolution ayant relevé Jean-Marc Kabound de son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. C'est un acte qu'on appelle résolution. L'Assemblée peut prendre des recommandations. Mais tous ces actes-là sont rassemblés dans une rubrique qu'on appelle actes d'assemblée, qui, au regard du droit français, sont des actes insusceptibles d'aucun recours. Aucun juge ne peut les connaître, ne peut les censurer. Mais ici, chez nous, nous avons vu que la Cour suprême de justice
et la Cour constitutionnelle, Cour suprême de justice, toutes sections réunies, siégeant comme Cour constitutionnelle, et actuellement la Cour constitutionnelle, a eu à poser des jalons pour que les actes dits, entre guillemets, des gouvernements ou actes d'assemblée puissent parvenir devant cette haute cour pour analyser si ces actes violent ou pas les droits fondamentaux garantis par la Constitution aux particuliers. Par principe, il faudrait le savoir que la Cour constitutionnelle est incompétente pour connaître d'une motion de censure ou d'une motion de défiance. La Cour constitutionnelle ne peut pas annuler une motion. C'est par principe. Mais dans sa démarche de régulation de la vie dans la société, la Cour constitutionnelle a eu à démontrer que elle est garante de la Constitution. Et tout acte qui proviendrait de tout pouvoir, et législatif, et exécutif, qui violerait les droits garantis aux particuliers par la Constitution, verrait ces actes être annulés. Nous pouvons citer la jurisprudence abondante de la Cour suprême de justice et même de la Cour constitutionnelle. Nous avons l'affaire Trésor Kapuku, Ngoy, province du Kasaï occidental à l'époque. L'affaire Célestin Chibalonza, au sud Kivu. L'affaire Richard Ndambu, l'ancien Bandundu. L'affaire José Makila Soumanda, province de l'Équateur. Nous pouvons ajouter d'autres cas jurisprudentiels. L'affaire Aimé Bokungu, vice-gouverneur de la province de la Mongala, que j'ai eu le privilège de défendre devant la Cour constitutionnelle. L'affaire Jean-Claude Kazembe, gouverneur de la province du Haut-Katanga, que j'ai eu également le privilège de défendre conjointement avec mon confrère Maître Richard Bondo Chimbombo Bonchi. Dans toutes ces affaires, la démarche de la Cour constitutionnelle était que, par principe, la Cour est incompétente pour connaître d'une motion de censure ou de défiance adoptée, mais par le fait que cette motion est votée en violation des droits et libertés garantis par la Constitution, en l'occurrence pour les cas Aimé Bokungu et Jean-Claude Kazembe que j'ai défendu, la Cour s'est appesantie sur les articles 19 et 61.5 de la Constitution pour
construire son raisonnement et arriver à mettre en néant des motions de défiance qui étaient votées contre mes clients. Motif tiré de ce que la Cour a démontré que par principe elle est incompétente pour annuler une motion de censure ou de défiance, mais par le fait que le vote de cette motion de censure, pour le cas de motion de défiance, avait violé les droits de la défense et les droits des recours, qui sont des droits constitutionnellement garantis aux particuliers, la conclusion était que ces motions étaient annulées. Voilà la démarche du juge congolais, juge constitutionnel congolais, juge suprême congolais, qui n'a pas voulu qu'on laisse impunis, qu'on laisse des actes qui violent les droits fondamentaux des citoyens élire domicile, et que ces actes qui frisent l'arbitraire ne puissent être imposés aux paisibles citoyens. C'est une démarche courageuse de la Cour constitutionnelle congolaise, et elle est la première sur cette matière à pouvoir adopter ce cas jurisprudentiel, et nous ne pouvons que féliciter le courage de nos juges. La RDC a innové, et il appartient aux autres États, aux autres systèmes juridiques de nous copier, parce que, imaginez-vous, combien de motions de censure étaient adoptées pour faire tomber des gouvernements provinciaux, pour faire tomber des gouverneurs de province. Nous avons vécu une période tumulte. Mais c'est par la décision courageuse, l'option levée par le juge constitutionnel congolais, de manière courageuse, qu'on a mis fin à cette saga, ces jeux de ping-pong qui faisaient que on puisse fragiliser l'état des droits qui avait déjà commencé à prendre du poil de la bête chez nous à cette époque-là. Bref, le principe de l'égalité a des dérogations, et la dérogation, c'est dans le cas des actes de gouvernement que nous avons eu à épulcher, et nous avons démontré des conséquences attachées à cette catégorie d'actes et comment le juge constitutionnel a pu s'émouvoir pour innover et adopter une position courageuse. Tout cela pour l'émergence de l'état des droits. Ainsi, nous avons fini l'étude de notre première partie de ce cours qui a été consacrée à l'administration. L'administration. Et dans cette partie, nous avons eu à parcourir plusieurs matières d'une importance capitale. Nous avons vu l'organisation de l'administration elle-même. Nous avons vu les personnes publiques. Nous avons étudié les équilibres dans l'organisation administrative, la centralisation et la décentralisation. Nous avons vu avec force de taille la soumission de l'administration au droit. Et c'est par cette occasion que nous avons pu entrer de plein pied dans l'étude de ce que nous appelons état de droit. Nous aurons à continuer avec la deuxième partie qui va étudier les formes de l'action administrative. Merci.